Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Verdoux, je suis professeure à l'Université de Bordeaux, professeure de psychiatrie, et nous allons continuer cette série sur les symptômes psychotiques en abordant aujourd'hui la question des idées délirantes érotomaniaques. Alors c'est un thème qui est assez rare, mais qui est important à connaître, car il peut donner lieu, si on ne connaît pas bien l'existence de ce symptôme, à un certain nombre de quiproquos et de malentendus. Donc, les idées délirantes érotomaniaques ou l'érotomanie reposent sur la conviction qu'une personne est amoureuse ou amoureux de moi et que, en fait, cette personne m'adresse des signes, des messages, que tout son comportement indique qu'il ou elle-même. Avant de rentrer plus en détail et de comprendre vraiment comment se caractérise ce symptôme délirant, on va commencer par faire un petit détour pour réexpliquer ou expliquer la question des frontières entre qu'est-ce qu'une idée délirante, qu'est-ce qu'un symptôme psychotique et qu'est-ce qu'une idée normale. Donc une idée délirante se définit comme une idée en dehors de la réalité et classiquement, dans les représentations, on va avoir tendance à considérer qu'il y a d'un côté des personnes qui ont des idées dans la réalité normale et de l'autre des personnes qui ont des symptômes psychotiques et des idées en dehors de la réalité. En fait, ces deux groupes de personnes n'existent pas. Il n'y a qu'un seul groupe de personnes. Il n'y a pas eux et nous, il y a nous. Et la frontière que l'on va tracer pour définir qu'est-ce qu'une idée dite normale et qu'est-ce qu'une idée dite délirante est totalement arbitraire. C'est-à-dire qu'on va utiliser un critère de retentissement pour évaluer qu'une idée est en dehors de la réalité ou ne l'est pas. Et le critère de retentissement, c'est notamment le retentissement en termes de souffrance générée chez la personne ou en termes de retentissement comportemental de cette idée. Mais un critère central, c'est aussi celui de la conviction, c'est-à-dire de l'incapacité à remettre en cause la croyance que l'on a dans une idée en fonction de tous les éléments que l'on peut avoir autour de nous, démontrant en fait que cette conviction n'existe pas. Alors, juste un petit aparté, bien évidemment, on ne range pas dans les idées délirantes les convictions religieuses ou autres. Si tout un groupe a la même conviction, on ne considère pas qu'il s'agit d'une idée délirante. Donc, comme vous pouvez le comprendre, en fait, cette frontière qui va permettre de définir qu'est-ce qu'une idée délirante et qu'est-ce qui n'est pas une idée délirante est arbitraire et il y a toute une zone, en fait, d'idées qui ne sont pas considérées comme délirantes, mais qui sont quand même très envahissantes et pas forcément en relation avec la réalité, qui sont intermédiaires entre une idée dite normale et une idée dite délirante. Alors, ce détour pour revenir à cette idée, donc l'idée délirante érotomaniaque, parce qu'en fait, de manière très évidente, tout le monde, à un moment ou à l'autre, va ou a interprété le comportement d'autrui, ses paroles, son comportement, ses messages, comme pouvant indiquer qu'il existe une attirance amoureuse. Cela fait partie des interactions tout à fait banales entre deux personnes et l'interprétation du comportement d'autrui est indispensable en fait pour essayer de comprendre quels sont les états émotionnels d'autrui. On n'a pas accès directement aux états émotionnels d'autrui, donc on va passer par une phase d'interprétation des signaux sociaux pour essayer de déterminer les états émotionnels d'autrui, dont l'état amoureux. Donc, tout le monde peut avoir eu à un moment, a eu à un moment ou à l'autre cet état d'interprétation du comportement d'autrui pour essayer de déterminer si oui ou non il y avait un état amoureux. Ce qui va différencier euh, cette interaction tout à fait banale avec ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les idées délirantes érotomaniaques, c'est que quand une personne a des idées délirantes érotomaniaques, en fait, euh, il y a un emballement
la machine à interpréter qui fait qu'en fait, tous les signaux, quels qu'ils soient, vont être interprétés toujours dans le même sens, comme confirmant l'hypothèse de départ, il ou elle-même, quel que soit, en fait, comme on va le voir tout à l'heure, les dénégations éventuelles de la personne qui est supposée être amoureuse. Alors, si on essaye justement de caractériser qui est cette personne qui est supposée aimer et être amoureuse, en fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que entre la personne qui a des idées délirantes érotomaniaques et la personne qui est l'objet de ces idées, il n'y a jamais eu de relation proche. Donc on n'est pas dans la situation tout à fait fréquente où il y a eu une relation amoureuse entre deux personnes qui n'existe plus chez une et l'autre personne reste convaincue que en fait il y a toujours une relation amoureuse entre les deux. Là, ce n'est pas du tout cette situation. Il n'y a jamais eu d'histoire amoureuse entre les deux personnes. Et le plus souvent, en fait, la personne qui est l'objet d'idées délirantes érotomaniaques n'a qu'une relation très distante avec la personne qui a ses idées et c'est souvent des relations professionnelles. Par exemple, ça peut être une enseignante ou un enseignant, une soignante ou un soignant. Parfois même, les personnes ne se sont jamais rencontrées, donc ça peut être le cas de célébrités, de femmes ou d'hommes politiques. Que la personne qui a l'idée délirante érotomaniaque ne connaît que par les médias. Classiquement aussi, la personne qui est supposée être amoureuse a un statut social plus élevé, mais c'est pas toujours vrai. Mais bon, ça reste quand même le plus souvent le cas. Et aussi un point fondamental, c'est que du point de vue de la personne qui a des idées délirantes érotomaniaques, c'est l'autre personne qui a initié la relation. C'est elle qui, la première ou le premier, a commencé à faire preuve à envoyer des messages d'amour et l'autre personne, en fait, a suivi ou pas d'ailleurs ces messages d'amour. C'est-à-dire, en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que les idées délirantes érotomaniaques peuvent exister, y compris quand la personne qui a ces idées considère qu'elle n'est pas du tout, elle, amoureuse ou amoureux de l'autre personne. Alors, ces idées délirantes érotomaniaques peuvent concerner toutes les orientations sexuelles. Elles sont classiquement plus fréquentes chez les femmes, mais existent aussi, bien évidemment, chez les hommes. Alors, si on se place maintenant du point de vue de la personne qui a des idées délirantes érotomaniaques, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, ce sont des interprétations qui, en fait, se maintiennent et existent, quels que soient en fait les signaux qui sont envoyés démontrant que en fait il n'y a pas de sentiment amoureux. Donc, pour vous donner des exemples d'interprétation, en fait, ce sont souvent des événements tout à fait anodins et bien sûr sans aucun lien avec une histoire d'amour qui sont interprétés comme justement des preuves d'amour. Donc, par exemple, je vais chez mon médecin et je vois qu'il y a des roses rouges dans la salle d'attente. C'est sûr, en fait, il ou elle m'envoie un message me disant qu'il ou elle m'aime. Par exemple, ça peut être aussi des signaux indiquant que malgré tous les obstacles qui s'accumulent pour retarder euh, la relation entre les deux, il y a des messages qui indiquent que bientôt il va y avoir un mariage. Donc, par exemple, il ou elle a acheté une voiture blanche, c'est signe bien sûr que le mariage s'approche et que malgré tous les obstacles, nous allons être enfin réunis. Alors, là aussi, ce qui est compliqué à comprendre et bien sûr source de quiproquos et de malentendus sans fin, c'est que l'absence de messages ou des messages négatifs visant à démontrer que non, il n'y a pas de sentiment amoureux vont aussi être interprétés comme attestant de cet amour.
et vont être interprétées, par exemple, comme des mises à l'épreuve ou le fait que la personne supposée aimée a des contraintes venant d'autres personnes, son conjoint, etc., qui l'obligent à avoir cette situation, mais qu'en fait, dans la réalité, l'amour est là, etc. Donc ça, c'est très compliqué à comprendre pour la personne qui est objet de cette relation amoureuse, parce qu'en fait, toutes les stratégies qui sont habituellement efficaces pour arrêter quelqu'un qui pense qu'on est amoureuse ou amoureux de nous, là, ça ne fonctionne pas. Mais il peut y avoir quand même un certain décalage et un certain temps qui se passe avant que la personne enfin, qui est l'objet de ces idées délirantes comprenne que là, on n'est pas dans un scénario classique et que justement les stratégies habituelles ne fonctionnent pas, avec donc des situations de quiproquo, de malentendus, où en fait chacun reste dans sa réalité et les deux réalités ne se rejoignent pas. Et alors la personne qui a les idées délirantes érotomaniaques peut ne jamais finalement les exprimer, peut être tout à fait discrète, mais si elle en fait part à son entourage, là aussi, en fait, elle va se heurter à des réflexions que c'est dans sa tête, qu'elle se fait des idées, mais là encore, tout va être interprété toujours dans le même sens, comme attestant le fait que, par exemple, cette relation est tellement exceptionnelle que personne ne peut la comprendre et que ce sont encore des obstacles accumulés, mais que, ils réussiront à surmonter ensemble jusqu'au bonheur qui va durer ensuite pour l'éternité. Donc là, on est toujours dans la phase dite d'espoir. Il faut savoir que cette phase d'espoir, qui peut durer en fait tout le temps, peut parfois évoluer, comme dans une relation amoureuse non basée sur des idées délirantes, vers des phases dites de dépit ou de rancune, où la personne qui a les idées délirantes érotomaniaques, en fait, commence à trouver que le temps est un peu long et qu'après toutes ces promesses, quand même, il serait temps de révéler au grand jour cet amour et de vivre ensemble comme un couple. Et après cette phase d'espoir, donc, la personne peut estimer qu'elle a été trahie, qu'il y a eu beaucoup de promesses de fait, qu'elle a été trahie, et donc peut commencer à manifester des signes d'impatience ou parfois, même si c'est assez rare, d'hétéroagressivité, de menaces, de violences qui peuvent être dirigées contre la personne supposée aimer ou son entourage, et notamment son conjoint. Donc, en fait, bon, la dangerosité associée à ces idées délirantes érotomaniaques a probablement été surévaluée parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont ces idées-là et qui n'ont aucun trouble du comportement, aucune agressivité, qui peuvent être très malheureuses à cause de ces idées-là, mais sans aucune dangerosité pour autrui. Parfois, effectivement, il peut y avoir un risque de dangerosité, mais il y a comment dire, un effet loupe sur les personnes qui sont effectivement dangereuses, puisqu'en fait, ce sont elles qui sont le plus souvent adressées aux services de santé ou prises en charge par le système judiciaire. Donc, du point de vue de la personne qui est l'objet de ces idées délirantes amoureuses, érotomaniaques, en fait, la situation peut être aussi très compliquée, puisqu'il peut y avoir des situations de harcèlement, et encore une fois, si on ne repère pas en fait qu'il s'agit d'une idée délirante, ça peut être tout à fait déstabilisant. J'évoquais tout à l'heure les quiproquos. Et surtout, en fait, c'est une situation qui peut générer là aussi, finalement, de la part de la personne qui est objet des idées délirantes érotomaniaques, des comportements agressifs
pour mettre fin à cette situation qui sont là aussi tout à fait inopérantes. Alors, il n'y a pas de solution miracle sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire face à cette situation, mais clairement, en fait, si une personne présente des idées délirantes érotomaniaques, il est évident que les personnes les plus adaptées pour l'aider sont des professionnels de santé mentale ou des personnes qui ont une formation en santé mentale. Et du point de vue de la personne qui est l'objet d'idées délirantes érotomaniaques, euh, en fait, il y a un conseil de base qui s'adresse en particulier aux soignants, c'est que toute interaction va aggraver la situation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver assez rapidement à comprendre que les tentatives de faire appel à la raison, à la logique ne fonctionnent pas, puisque par définition, on est dans le champ d'une idée délirante, donc dans le champ du pathologique, et que dans ces cas-là, la meilleure stratégie, dans l'intérêt de tous, est de mettre fin au moins temporairement, à une relation soignante et que ce soit d'autres collègues qui prennent en charge la personne. Parce que toutes les interactions vont aggraver la situation et vont être source de tension, de stress et d'anxiété, aussi bien pour la personne qui a les idées délirantes érotomaniaques que pour le soignant ou la soignante concernée. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Au revoir.